Bonjour à tous, l'invité des Échos ce matin est écrivain, philosophe et chroniqueur, notamment aux Échos. Roger-Paul Droit, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est au lendemain de la manif pour tous, une semaine après le fameux jour de colère. On a parlé GPA, PMA, également théorie du genre. Qu'est-ce que vous avez pensé des revendications des manifestants hier? Est-ce qu'elles sont légitimes, pertinentes? Elle manifeste en tout cas une grande inquiétude. Alors savoir si cette inquiétude est fondée dans des textes, dans des projets de loi, le gouvernement dit non, Pierre Moscovici dit pas d'objet finalement à cette manifestation. Je crois que les choses sont plus compliquées que cela, c'est-à-dire que derrière les slogans affichés, distincts d'ailleurs entre jour de colère et la manif pour tous d'hier, il y a quelque chose qui est profondément un phénomène nouveau. Et j'ai le sentiment que finalement plus personne ne comprend ce qui se passe vraiment en France. Quand je dis plus personne, je veux dire par là que les outils que possèdent les politologues, comme les hommes politiques, les sociologues, l'ensemble des observateurs, n'atteignent, me semble-t-il, qu'une partie. Voilà. Je ne dis pas que tout est faux, vous comprenez bien. Je dis simplement qu'il se passe des choses dont on n'a pas la clé. D'autant plus qu'hier, on a quand même parlé, en tout cas durant les manifestations, de sujets à la fois sociétaux, mais désormais également économiques. On a parlé matraquage fiscal également. Est-ce qu'il y a là une espèce de contagion du débat ? Il y a évidemment des effets d'extension, des effets d'amalgame, et puis quelque chose d'attrape-tout dans tout cela. Mais derrière cela, je crois qu'il y a deux grandes inadéquations. La première grande inadéquation, c'est celle qui, finalement, si vous voulez, se manifeste dans cette inquiétude. Il y a un grand nombre de gens dont il y a évidemment des retours des années 30, des ligues, ça c'est jour de colère. Mais dans la manif pour tous, je crois qu'il y a beaucoup de gens dont certains ont très probablement voté Hollande et ne se reconnaissent pas dans la politique menée et manifestent une très grande inquiétude. Et alors l'inadéquation c'est quoi? Eh bien c'est le fait finalement que l'on est en train à leurs yeux, de toucher à des choses fondamentales inscrites dans l'ordre de la nature à partir de décisions humaines. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse comme philosophe, parce que c'est un très vieux débat. C'est est-ce que l'ordre humain s'assied, s'inscrit, s'ancre dans la nature elle-même, dans les corps? Est-ce qu'il est dit quelque part que la répartition inéluctablement doit être celle-ci entre hommes et femmes dans la composition des familles hautes, ou bien est-ce que c'est quelque chose que les humains décident et eux seuls? Alors ce très vieux débat qui a lieu depuis les Grecs, il est aujourd'hui, je crois, réactivé par des progrès absolument fantastique de la science. Et j'ai été pendant 6 ans au comité d'éthique, dans toutes les questions de PMA, de GPA, je les connais un peu au moins. Et je crois que c'est la deuxième inadéquation, c'est que ces débats, qui sont des débats fondamentaux, ne font pas l'objet ou n'ont pas trouvé le type d'instance pour être discutés. Manuel Valls a dit qu'il fallait également s'inquiéter de l'apparition d'un petit parti à la française. Est-ce que vous croyez à cette radicalisation justement des mouvements ? Je crois qu'il y a des signes de radicalisation, mais je crois que les deux, le Tea Party et ce qui se passe dans la manif pour tous, ont à la fois des points communs. Ça manifeste évidemment un retour au conservatisme, ça manifeste un activisme conservateur, mais en même temps il y a des différences radicales qui tiennent à la différence des paysages politiques américains et français. Et je pense qu'il y a aussi l'apprentissage de la rue par toute une partie de la population qui n'y descendait pratiquement jamais. Et là, il y a quelque chose aussi qui est nouveau et sur quoi on n'a pas vraiment, je pense, les outils suffisants pour saisir ce qui se passe. Alors, ces manifestations sont finalement une épine de plus pour François Hollande. Qu'est-ce que vous avez pensé des récents déboires amoureux du président de la République? Est-ce qu'il va y avoir une influence ou une conséquence, en tout cas, sur le reste de son mandat? Écoutez, ça, je ne le sais pas
en tout cas pas plus que qui que ce soit d'autre. Je peux dire un sentiment qui est juste tout à fait personnel, c'est que la manière dont il a congédié Valérie Trierweiler, qui peut manifester une forme d'autorité de sa part, risque fort, au moins à mes yeux, d'avoir un effet boomerang, en particulier sur l'électorat féminin, me semble-t-il, parce que il me semble que cette manière, ce que révèle de l'homme, le fait de dire 3 fois je et de rompre unilatéralement, sans un mot, on a le droit de rompre évidemment, mais sans un mot d'estime, sans un signe d'affection pour une personne qui l'a quand même au long des années, non seulement accompagné, mais je crois largement aidé dans son ascension vers le poste de président, c'est quelque chose qui risque, me semble-t-il, d'avoir des effets très négatifs à venir sur son image. On sait que l'impopularité du président de la République est en ce moment assez forte. On voit que les Français, au contraire, plébiscitent Manuel Valls. Ils attendent le retour également de Nicolas Sarkozy à droite. On a l'impression que les Français, finalement, attendent toujours une espèce un homme providentiel. Est-ce que vous pensez qu'ils sont finalement toujours dans l'attente d'un sauveur, si j'ose dire ? Pas nécessairement, je crois que ce qu'ils attendent, c'est de retrouver une dynamique. Il y a, et c'est aussi une des choses que l'on ne comprend pas sur ce qui se passe en France, une forme de lassitude, de dépression, de pessimisme, d'indifférence ou de ressentiment, une irritabilité nationale qui est très très forte et qui est finalement énigmatique, mais qui est liée aussi à l'ensemble de la crise, de la situation financière, à des facteurs économiques, à des facteurs aussi, j'ai envie de dire imaginaires, c'est-à-dire qu'il y a une jonction entre les représentations collectives et les facteurs économiques objectifs qui font que finalement il y a une sorte de perte, non seulement d'espoir, mais de repères. Un dernier mot sur le baromètre du Cevipof qui a été publié il y a 2 semaines, qui dit que les Français sont victimes d'une dépression collective. C'est quelque chose qu'on entend finalement assez régulièrement. Est-ce que ce ne serait pas une espèce de prophétie autoréalisatrice? C'est-à-dire qu'à force de parler de cette dépression, de cette déprime française, elle n'est finalement pas sûre, pas certaine d'arriver. Bien sûr, plus on dit que les choses vont mal, plus on risque de les empirer. Ça, cela est tout à fait vrai. J'avais intitulé une chronique des Échos, et si nous retrouvions le sourire et l'espoir, une de mes derniers textes, c'est la boîte de Pandore. Vous savez, on oublie que quand Pandore ouvre la boîte, tous les mots en sortent, le conflit ôte, mais que ce qui reste au fond de la boîte, disent les Grecs, c'est l'espérance. Alors je crois qu'il faudrait que les Français, même si cette boîte de Pandore aujourd'hui, c'est par exemple le web, retrouvent quelque chose de cette espérance, retrouvent de l'horizon une dynamique, une volonté, une force collective d'aller de l'avant, et cela, aujourd'hui, leur manque. Merci beaucoup, Roger Poldroit. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.